Salut à tous et bienvenue sur ce podcast Atomic Leaders. Je suis Romain Tisney, je suis le fondateur de Talent Leaders, une société qui accompagne les organisations et les talents sur tous les sujets people et du leadership. Ce podcast, d'où ça vient? En fait, avec Clément Trinquart et Florent Cochet, mes associés sur Club Trust, on a lancé un podcast vidéo, le Talent Club, que je t'invite à suivre sur YouTube et LinkedIn. En faisant cet exercice, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir un format un peu plus court en audio pour interviewer des managers et des leaders du quotidien, pour documenter tous les apprentissages et puis surtout leurs best practices qui nous font avancer et justement qui nous font progresser. Et c'est là que ce podcast est né. Atomic Leader, le podcast, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Atomic Leaders. Aujourd'hui avec nous, on a Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Romain. Merci beaucoup Jean-Pierre d'être avec nous. Alors en fait, Jean-Pierre, on est rentré en contact par le biais d'une autre personne que j'ai sur le podcast, qui est Eleanor. En général, je demande à ces personnes toujours de me donner les leaders inspirants avec qui il faudrait que je parle. Puis il se trouve que votre nom est sorti, donc bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup. Eleanor me fait beaucoup d'honneur et donc je la remercie aussi de m'inciter. Jean-Pierre, on a parlé un petit peu du format avant, mais l'idée c'est qu'on va passer 30-40 minutes ensemble. C'est un podcast autour du management et du leadership. L'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'on puisse partager un maximum de valeurs ou de convictions avec l'audience. Ici, vous parlez en votre nom propre, pas au nom d'une société. C'est un peu ça le thème. On coupera pas. Donc, concrètement, si vous avez droit à un joker, si jamais il y a une question qui ne vous va pas, vous pouvez poser le joker. Et puis voilà, mais tout le monde saura qu'on a mis ça. Et puis, à tout moment, on pourra essayer de passer d'un sujet à l'autre pour essayer d'avancer un petit peu dans la discussion. Ça vous va comme règle du jeu? Ça va tout à fait. Merci. Super. Jean-Pierre Eleanor m'a dit que vous étiez un super leader. Donc, du coup, racontez-moi comment vous avez, peut-être en 5 minutes, comment vous êtes devenu le leader dont Eleanor me parle. Écoutez, elle me fait beaucoup d'honneur. Encore une fois, je la remercie. Moi, je pense qu'il faut qu'un management soit plutôt emphatique. Vous voyez, il faut que les gens soient contents de venir travailler. Ça, je pense que c'est très important. Je ne crois pas du tout au management par la terreur. Okay. J'ai vu beaucoup de sociétés dans ma carrière, puisque j'ai été analyste financier, ensuite gérant. Les sociétés qui marchent bien sont celles où il y a un fort esprit d'entreprise, et cet esprit d'entreprise vient du respect et de l'empathie des dirigeants. Okay. Et ça se divulgue après au sein de toutes les équipes. Ça me semble très important. Alors c'est sûr que c'est pas non plus un monde de bisounours, ça ne faut pas non plus être trop affectif. Mais je pense qu'il faut que les gens voient qu'on les respecte en tant qu'être humain, qu'on essaie de les aider à régler les difficultés quand ils en ont. Et je pense qu'on est payé en retour au centuple. Vous avez des entreprises beaucoup plus dynamiques, réactives. Tout le monde est important dans une entreprise. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour moi. Toutes les personnes comptent et il faut les écouter. Il faut voir aussi quand il y a des malaises, les aider aussi. Je pense qu'on a droit à l'erreur aussi. Alors, évidemment, il ne faut pas non plus se tromper tout le temps, c'est évident. Ouais. Mais, alors, c'est pour ça aussi d'ailleurs que le recrutement est important. Vous voyez, c'est une donnée essentielle parce que si vous trompez dans le recrutement, là, vous pouvez enrayer votre fonctionnement et vous perdre du temps, et perdre du temps aussi, et faire perdre du temps à tout le monde pour régler le problème. Ouais, je comprends. Comment je vois les choses. Et alors vous, du coup, en synthèse, parce que vous avez une longue, je pense que vous avez une des plus longues carrières des personnes que j'ai reçues sur le podcast. En synthèse, comment vous avez construit ça? C'est-à-dire comment vous avez évolué dans votre carrière, sur votre rôle? Vous avez été d'abord, j'imagine, non-manager là-dessus, puis après vous avez pris plus de responsabilités. Vous êtes aussi dans les conseils d'administration. C'est possible de peut-être nous faire une rétrospective un peu de ce parcours-là? Oui, tout à fait, effectivement. Comme vous l'avez dit, j'ai démarré il y a longtemps. En septembre 1970 comme analyste financier. Ensuite, à partir de 1974, j'ai été gérant d'une SICAV Action au Luxembourg, du reste. Ouais. Ensuite, j'ai rejoint Drouot, qui est devenu AXA en 1977, et Claude Bébert avec Mutuelles Unies, le contrôle de Drouot en 1982. Et donc, j'ai été là toujours gérant de SICAV diversifié, mais à l'époque, les SICAV diversifiés, qui étaient présentés comme des SICAV Action, avait l'obligation d'avoir justement 30% d'obligations. Ce qui fait que très vite, j'ai tout amené à regarder un peu de manière générale ce qui se passait sur les marchés. J'ai eu à la charge en 85 de la gestion d'actifs, de valeurs mobilières. Ouais. Jusque pratiquement 94-95. Vous étiez manager? Comme asset manager. Et vous aviez des équipes à ce moment-là? Des équipes. Alors, à l'origine, c'était des toutes petites équipes. Ouais.
Mais j'ai eu la chance de vivre, disons, les développements d'AXA qui démarrait d'une entreprise d'assurance régionale, hein, petite, et qui est devenue le numéro 2 mondial de l'assurance. Et donc, à la suite de différentes acquisitions, et donc effectivement, progressivement, les tailles ont changé. D'ailleurs, une des difficultés du management, c'est aussi bien gérer le changement. Parce que bien sûr, quand vous êtes chez AXA, il y a des changements tout le temps, puisque le groupe s'est développé très vite. Il a changé de dimension. Il y a eu des problèmes parfois avec des gens qui étaient adaptés pour des équipes petites, des maisons petites, et qui l'étaient beaucoup moins dans un espace qui est devenu beaucoup plus grand. Alors, cela dit, une des tâches du manager, c'était justement, moi, je pense que dans la gestion, il faut des équipes plutôt petites, avec une circulation de l'information parfaite. Il faut communiquer énormément. Et alors, ça peut se concevoir dans un grand groupe, hein. C'est une question d'organisation. Alors, en 94-95, Claude Bébert, Henri Decasse ont voulu transformer la gestion d'actifs en faire une société de gestion. Alors qu'avant, c'était un département de compagnie d'assurance. L'idée était venue de ce qu'on avait vu chez Equitable. AXA a racheté Equitable dans les débuts des années 90. Et dans Equitable, compagnie d'assurance vie, on a trouvé, on l'avait étudié avant, une société qui s'appelle Allianz Capital. Qui était, je le connais moins maintenant, mais à l'époque, était une société de gestion absolument fantastique. Et ça nous a donné l'idée de se dire, après tout, on va faire la même chose en Europe. Et on va transformer notre département de gestion en société de gestion. C'était très dur. C'est peut-être la période la plus compliquée de mon existence, parce que, enfin, de ma vie professionnelle, parce que vos collègues qui étaient assureurs sont du jour au lendemain des clients. Et des clients captifs. C'est-à-dire c'est les plus terribles, parce que quand vous êtes captif, vous êtes forcément, vous vous sentez un peu frustré. Donc c'était une période compliquée, et c'est là où j'ai vu effectivement, là c'est un changement majeur, hein, vous passez dans un appartement, c'est dans des sociétés quasiment indépendantes, qui est devenu AXA Investment Manager. Et là, il faut expliquer. Il faut vraiment expliquer, et puis montrer quel est l'objectif. Il faut communiquer énormément, parce que si vous ne communiquez pas, vous avez des rumeurs qui circulent. Donc, il faut communiquer et être transparent. Et je pense que dans ces cas-là, il faut effectivement être très empathique. Il faut écouter les gens, connaître leurs difficultés. Voilà donc je dirais la principale expérience que j'ai eue. Ensuite, ma carrière a évolué. Je suis passé dans la direction de la stratégie d'investissement, plutôt que gérer le patron de l'ensemble AXA Investment Managers. Mais le problème était le même. C'était aussi circuler l'information, être informé. Le métier de la gestion est un métier où vous devez être informé. Il faut être tout le temps sur le qui-vive. Il faut aussi, et c'est une des raisons pour lesquelles il faut de l'empathie, si vous voulez être bon dans ce métier, il faut être toujours intranquille. À partir du moment où vous vous sentez, moi c'est ce que j'ai vécu, vous dire là mon portefeuille est fantastique, il est vraiment bien constitué, j'ai aucun problème. C'est là où vous avez les accidents. D'ailleurs, c'est une règle générale de vie aussi. C'est quand tout va bien, il faut s'inquiéter. Quand ça va mal, après tout, vous devez retrousser vos manches et faire en sorte de rebondir. Mais quand tout va bien, vous devez être intranquille. Mais pour pouvoir faire ça, si vous voulez, il faut qu'il y ait de l'empathie, il ne faut pas qu'il y ait un stress annexe. C'est intéressant. C'est suffisamment très stressant de se remettre en cause tout le temps. Et je pense que c'est vrai dans beaucoup de secteurs. Surtout aujourd'hui, vous voyez qu'une innovation peut vous faire sortir de votre métier et vous faire quasiment disparaître. On voit en ce moment avec l'industrie automobile et l'électrique, mais on l'a vu avec la photo, par exemple, Eastman Kodak qui est quasiment disparu. Il y a beaucoup de cas comme ça, et ça peut arriver dans n'importe quel secteur. Et là-dessus, quand vous dites tranquille, c'est intéressant parce que du coup, donc, votre process à vous, parce que je comprends que c'est une méthode que vous avez un peu développée là-dessus, votre process à vous, c'est de dire, à un moment donné, quand trop de voyants sont au vert, à ce moment-là, il faut que je sois vigilant, finalement. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites pour aller concrètement à ce moment-là du process, quand tout va bien? Quelles actions, peut-être inhabituelles, vous prenez qui vous maintiennent justement sur le haut de la vague? D'abord, il faut écouter ce que disent les uns et les autres. Une chose intéressante aussi, quand vous recrutez quelqu'un, les 6 premiers mois sont très intéressants, il faut l'écouter. Parce que comme vous êtes dans une organisation depuis très longtemps, il y a des choses qui peuvent être absurdes que vous ne voyez plus. Tandis que les gens qui arrivent, il faut leur demander, il faut leur dire, écoutez, mettez-vous à l'aise, dites-moi ce qui vous choque dans l'organisation. Et ça, moi, ça m'a appris souvent des choses importantes. Je dis, tiens, il y a telle habitude, effectivement, qui est absurde, ou pas absurde, mais qu'il faut revoir. Ça, c'est une bonne chose. Puis voir un peu ce que font les autres.
Il faut être humble et se dire qu'on n'est pas forcément les meilleurs. Il faut regarder autour de soi ce que font les autres. Donc, il faut s'informer. Je dirais, ce type de métier repose aussi sur l'information. Hein. Alors aujourd'hui, l'information, elle est peut-être même trop abondante. Oui, c'est ça. Là, il faut savoir la choisir. Ouais. Il faut savoir la choisir. Ok, super. Donc là, du coup, ça c'était la partie donc AXA, et après, donc vous êtes passé dans d'autres secteurs, c'est ça? Enfin, dans d'autres fonctions. Je suis j'ai quitté AXA en fait en 2019, donc ça a été l'essentiel de ma carrière. Je suis rentré au conseil d'administration de Comgest, et puis surtout en 2003, je suis rentré à l'AMF, l'autorité des marchés financiers, pendant 5 ans à la commission des sanctions, et pendant 10 ans au collège. Et alors là, c'était un point d'observation idéal sur tout ce qui se passait dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la gestion. Alors, la commission des sanctions, c'est une expérience aussi importante pour moi parce que vous êtes un juge. Mmh. Et c'est là, c'est pas un juge non plus du pénal, hein, c'est quand même des sanctions. Encore que ça dépend lesquelles. Ça peut être oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pas du pénal, mais ça peut le devenir. Ça peut le devenir. Et là, ce que j'ai appris, c'est l'importance, par exemple, des avocats. Parce que il faut ressortir des aspects d'un dossier qu'on n'avait pas forcément vu complètement. Et en plus, ça vous donne aussi le devoir de regarder à fond les dossiers. Parce que quand vous jugez quelqu'un, c'est quand même quelque chose d'important. Et le respect que vous devez à cette personne, c'est de regarder, quelle qu'elle soit, qu'est-ce qu'elle a fait, de quoi qu'elle ait fait. C'est de regarder exactement sur le dossier et de le connaître à fond. Et j'étais souvent intéressé par l'éclairage des avocats, sans pour autant toujours être d'accord avec eux. Bien sûr. Mais c'est fondamental. C'est marrant même en termes de management parce que finalement, j'aime bien l'idée de dire quand on doit évaluer ou juger quelqu'un, ce qu'on lui doit, c'est au moins de regarder avec attention tout ce qu'on a à évaluer pour pas prendre une décision sur de mauvaises bases. Oui. Non, mais je pense que l'idéal, c'est que, alors ça n'arrive pas tout le temps, mais c'est quand vous dites à quelqu'un, écoutez, voilà, j'ai regardé comment vous travaillez, on travaille ensemble depuis un moment, voilà où vous devez vous améliorer. L'idéal, c'est quand la personne voit que vous avez compris ce qu'elle fait et elle est d'accord. Ouais. Et c'est là que c'est la voie du progrès. Et ça, vous ne pouvez le faire que si vous étudiez le dossier. Si vous le regardez superficiellement et vous faites des reproches superficiels, vous perdez de l'autorité, vous perdez de l'impact. Et c'est inutile. Ok. Comment donc vous avez pris de plus en plus de responsabilités managériales. Comment vous avez appris, en fait, comment vous avez travaillé ce truc-là parce que à la fin, vous aviez quand même des responsabilités sur des nombres importants de personnes, un nombre important d'équipes. Comment vous avez travaillé ce truc? Est-ce que vous l'avez travaillé par mimétisme? Est-ce que vous avez eu des super chefs, hommes ou femmes, qui avaient certaines qualités que vous avez essayé de reproduire? D'ailleurs, comment vous avez construit votre signature managériale? Alors, il y a eu 2 dirigeants de d'AXA qui m'ont beaucoup influencé. Claude Bébéar, qui est probablement pour moi le meilleur dirigeant que j'ai connu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait de particulier? Il avait une vision. Il voyait très loin. Il ne se trompait pas. C'est quelqu'un qui connaissait le secteur de l'assurance à fond. Et en plus, il avait une force vitale, une force de conviction qui est absolument phénoménale. Ok. Je pense que je ne suis pas à 10% de ce qu'il était capable de faire. C'est vraiment quelqu'un qui m'a impressionné beaucoup et que j'aime beaucoup du reste. Alors, Henri Decastre, un dirigeant un peu différent, mais assez charismatique aussi. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que autant Claude Bébéar, ça a été la conquête, autant Henri Decastre, lui, il est devenu patron d'AXA en 2000 et jusqu'en 2016-2017. Et donc, il a dû absorber 2 crises financières majeures. Et là, je lui tire mon chapeau parce que il a réussi à les traverser sans heurts, puisque AXA est sorti, je dirais même presque renforcé. Donc, 2 dirigeants différents. L'un qui était plutôt dans la conquête à une période où c'était possible. Et un autre qui a été plutôt dans la gestion de crise, mais avec succès. Dans une période compliquée quand même. Et les qualités humaines de leadership, donc du coup, d'un côté, je comprends, Claude Bébéar avait plutôt cette qualité de visionnaire et d'emmener des gens dans une direction et de voir avant les autres, de ne pas se tromper, etc. Et du coup, Henri Decastre, les qualités humaines qu'il lui a fallu ou les compétences qu'il lui a fallu pour gérer cette période-là, vous décririez quoi? Lui, il me donne plutôt l'impression c'était une espèce de, je ne sais pas s'il va accepter ça, mais d'une espèce de moine soldat. Vous voyez, c'était quelqu'un de très rigoureux, pour lui-même ou pour les autres d'ailleurs, très gros travailleur.
peut-être un petit peu plus dur que le Weber, mais les circonstances étaient plus compliquées aussi. C'était une crise. Mais extrêmement dévoué à l'entreprise, dévoué aux gens aussi. Et je vous dis, un caractère peut-être plus prudent, mais en même temps, une discipline quasiment militaire. Mais finalement, qui passait bien. Je dis que le Weber, c'était plutôt c'est un rugbyman, hein, donc c'était plutôt l'esprit d'équipe. Oui, c'est une manière un peu différente, mais finalement, au total, 2 dirigeants qui m'ont vraiment marqué et influencé. Et donc vous, au niveau de votre signature managériale, qu'est-ce que vous avez pris de ces trucs-là et qu'est-ce que vous avez ramené ou construit vous-même pour faire votre style et votre patte à vous, du coup, comment vous pensez que les gens vous décriraient, même si on leur demandera, mais... Peut-être quelqu'un justement d'empathique, j'espère, hein, qui écoute. Quelqu'un de passionné aussi, parce que je pense que quand vous faites de la gestion, vous devez être passionné, peut-être trop parfois, parce que c'est ce que je vais dire, c'est vraiment c'est des métiers passionnants, oui. Oui, c'est un métier passionnant. Une fois que vous êtes dedans, vous n'en sortez plus, en fait. Hein, parce que dans le fond, on vous paye pour regarder ce qui se passe dans le monde et essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde. C'est fantastique. C'est vrai. Voilà un peu ce que peut-être que certains ont considéré que j'étais peut-être trop gentil, mais je ne regrette pas ça parce que je pense qu'il faut. Alors, il ne faut pas non plus être Mr. Good News. Ça, c'est un peu un défaut. Il faut avoir du courage quelquefois pour dire non, ça ne va pas, ou alors dire à quelqu'un qui réclame un salaire, ça peut arriver, ou un bonus très important, dire ben non, pour telle circonstance. C'est peut-être une partie, mais ça, il faut du courage, il faut le faire. Alors peut-être que ma tante aurait été un peu d'être Mr. Good News, mais ça, j'ai une combattu pour faire en sorte de pas. Vous avez trop gentil. Ok. Quand on a préparé l'épisode, vous m'avez dit que vous aviez vécu quelque chose qui était assez intéressant, qui était qu'au début, dans vos métiers, vous managiez des généralistes et que petit à petit, vous avez dû apprendre à manager des super experts spécialistes qui parfois en savaient plus que vous sur leur domaine d'expertise très ciblé. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu déjà comment ce truc-là s'est passé et puis comment vous vous êtes adapté finalement à ce changement-là qui vous a laissé pertinent dans les deux mondes? Écoutez, en fait, c'est vrai, dans les années 70, d'abord, il n'y avait pas Internet. On regardait vous savez, il y avait Reuters qui nous donnait les cours de bourse, on les avait une fois par jour. De temps en temps, il y avait un broker qui appelait pour... donc, c'était vraiment... Moi, j'ai démarré, les machines à calculer n'existaient pas. On utilisait des trucs, vous savez, un peu mécaniques. Donc, c'était un autre monde. Hein, et quand vous gériez une SICAV diversifiée, vous êtes obligé d'avoir 30% d'obligations. Sauf qu'à l'époque, les marchés obligataires étaient très peu développés. Il faut se souvenir qu'à l'époque, la France avait des finances publiques, ça monte très loin. Hein. Il y avait des finances publiques qui étaient plutôt saines. Il n'y avait pas de marché obligataire. Donc, et là, avec d'abord le développement d'Internet, le développement de la communication, la circulation aussi, l'abondance d'informations, le métier a complètement changé. Et c'est sophistiqué. En plus, quand je démarrais la gestion, je passais mes ordres moi-même, si vous voulez, ce qui est quand même un peu limite, mais le marché était moins développé. Hein. Aujourd'hui, c'est impensable. Ce serait même une grave erreur, une grave entorse à la régulation légitime. Donc, un gérant passe ses ordres par le back-office qui passe à la société de bourse. Les sociétés de bourse, on les choisit, enfin les intermédiaires. C'est une espèce de vote où on donne des points et puis on décide quel est celui qui est... Oui, tout ça, ça a changé. Et puis donc, les marchés sont sophistiqués. Il y a eu le démarrage des dérivés, des produits dérivés. Moi, j'ai connu le Matif à un moment donné. Et là aussi, j'ai un danger parce que éviter d'acheter des choses que vous ne comprenez pas. Ça, c'est une règle de base. Parce que moi, j'ai vu des sociétés de bourse, c'était la grande mode de faire des dérivés, de faire du Matif. Ils ne connaissaient pas bien le métier. Ils ont recruté des gens à qui ils ont confié un peu les clés sans vraiment bien comprendre. Ils sont allés au tapis, si vous voulez. Donc, alors, par contre, c'est vrai que vous ne pouvez pas tout connaître. Il y a eu un moment où les marchés obligataires se sont considérablement diversifiés. À l'époque, quand on était diversifié, je dirais en France, en gros, ce qu'on achetait, c'est le marché américain, le marché français. Je me souviens, le marché japonais était un marché exotique. Complètement exotique dans les années 70. Hein. C'était le marché où il fallait être, cela dit, mais c'était totalement exotique. Tout ça, ça s'est développé. Aujourd'hui, les marchés, vous avez une bourse à Moscou. C'est vrai qu'on peut peut-être l'acheter en ce moment, mais vous avez une bourse à Shanghai. Vous avez donc il y a une grande diversité. Vous ne pouvez pas tout connaître.
Ouais. Et donc, et dans le marché obligataire, pareil. Vous avez les emprunts d'État, vous avez le corporate, vous avez le high yield. Et donc, vous êtes obligé le marché s'est spécialisé. Et donc, du coup, en tant que manager, au début, gérer les généralistes, c'était plus facile, plus compliqué, etc. Gérer les spécialistes, plus facile, plus compliqué. Enfin, comment vous avez vécu cette transition dans votre gestion des gens? C'est-à-dire que vous devez effectivement recruter des gens qui en savent plus que vous dans leur discipline, Ouais. forcément, puisqu'ils sont spécialisés. Enfin, il faut quand même en connaître un minimum, parce que sinon... De la même façon qu'on n'achète pas ce qu'on ne comprend pas, on ne recrute pas ce qu'on ne comprend pas. Alors, une chose, par contre, que malgré tout, j'ai découvert et que j'ai un peu déploré, c'est que quand vous êtes trop spécialisé, vous êtes un peu en silo. Ouais. Et ça, c'est un job que doit faire le manager. Les marchés se parlent. C'est-à-dire que le marché obligataire parle au marché action, une influence. Le marché américain, lui, forcément, il a une influence sur tout le monde. Donc, les gens ne doivent pas rester dans leur silo. Ils doivent faire circuler l'information. Et ça permet quelquefois de repérer des tendances un peu avant tout le monde. Et, une des clés aussi de ce métier, c'est d'être le premier, quoi, pas arriver le dernier quand tout le monde a découvert l'idée. Généralement, c'est trop tard. Ouais. Donc ça, c'est un peu le rôle du manager. C'est-à-dire qu'il doit accepter d'avoir des gens qui en savent plus que vous sur dans leur domaine, mais en même temps faire en sorte organiser le partage. C'est ça que vous dites, hein? Aussi, là, par contre, à partir du moment où vous développez ce genre de choses, il faut faire une gestion du risque, il faut avoir une équipe risque qui permet de voir, parce que ça va très vite avec les dérivés et tout ça. Si vous avez quelqu'un qui dérape ou qui contrôle mal ses positions, l'équipe risque doit arriver tout de suite et dire attendez, là, il faut couper parce que ça peut devenir dangereux. Ouais. Il y a des métiers qui sont apparus. Alors en plus, il y a la régulation. Oui, donc il y a la compliance qui est arrivée. Je dirais que ça a apporté d'énormes progrès. Alors peut-être que ça va un peu trop loin par moment, mais malgré tout, ça fait que le secteur est quand même beaucoup plus sain et beaucoup plus protecteur pour pour les épargnants. C'est intéressant ce changement-là parce que quelque part, alors je vais utiliser une métaphore qui n'est pas la bonne, hein, mais à un moment donné, tout le monde a l'image un peu de l'ancien temps où c'était un métier de cow-boy, un peu où en fait on allait chercher des choses et en fait on avait un incentive qui était un incentive. Alors dans l'esprit commun, un incentive financier important, et puis c'était vraiment des vendeurs. Et puis on est allé dans un métier qui est de plus en plus réglementé finalement, qui est drivé par la compliance, etc. Finalement. C'est comme si c'était deux typologies différentes de personnalité, c'est-à-dire que ce que vous avez géré au début versus ce que vous gériez à la fin. Comment vous décririez ce changement-là de posture et aussi dans votre façon de gérer les gens? J'imagine que récemment, vous n'aviez plus les mêmes leviers financiers, non financiers que ce que vous aviez au tout début de votre aventure. Enfin, comment vous avez géré cette transition-là? C'est vrai, c'est plus constaté. Si il fallait reprendre une image, je dirais, c'est dans l'aéronautique, c'est les premiers aviateurs et puis maintenant, c'est les gros courriers, les gros courriers. Donc, c'est plus du tout la même manière de piloter. C'est ça. Mais malgré tout, il reste quand même le plaisir je vais pas d'être dans les airs sûrement, et donc le plaisir de se frotter au marché. Je pense que ça c'est resté. Donc, effectivement, les profils sont certainement un peu différents. Je pense que les aviateurs du début, on les retrouve aujourd'hui dans les hedge funds. Ouais. Parce que là, finalement, c'est un peu débridé. Oui, c'est un peu le Far West. C'est un peu, je ne sais pas si c'est le Far West, pour tout ce que je veux dire, c'est quand même moins... Oui, on est moins contraint. Oui. Alors, il y a eu une évolution que moi, j'estime un peu dangereuse dans la gestion action. On en revient. Hein. C'est de mesurer son risque par rapport au marché. Ouais. C'est-à-dire, en gros, moi, un jour, j'ai eu une de mes gérants qui me dit alors là, j'aime pas du tout France Télécom. Alors, je regarde son portefeuille et je vois qu'elle en a 5% de sa SICAV. Je dis, enfin, quand même, vous n'aimez pas du tout France Télécom, vous pensez que ça va s'effondrer, vous en avez 5%. Elle me dit, je peux pas prendre ce risque parce que dans l'indice, c'est 10. Ouais. Ben ça, j'étais contre. Je lui ai dit, écoutez, vous dégagez. Oui, ce que je veux dire, c'est... Parce que si vous faites ça, alors je sais qu'il y a certaines gestions qui le font, vous êtes sûr d'être battu par l'indice. Et sachant qu'aujourd'hui, le gros concurrent de la gestion active est redoutable, hein, c'est la gestion passive. Ouais. On peut dire, vous reprenez un indice, vous avez des frais minimums, et en gros, on voit aujourd'hui que la gestion active a du mal à les battre. Hein, donc c'est le vrai défi de la gestion active aujourd'hui. Mais ça, une manière de s'en sortir, c'est justement de dire j'oublie les indices. Alors le danger, c'est que vous pouvez être pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, très en retard pour revenir aux indices. Et là, il faut qu'il y ait un lien de confiance qui s'établisse avec votre clientèle, qu'elle l'accepte. Ouais. Parce que sinon, si on vous juge au trimestre ou au semestre, qui arrive parfois, là, vous n'avez aucune chance. Là, il faut être dans les indices. Avec votre clientèle ou votre management?
Et oui, C'est ça, bien parce que sûr. finalement, quand vous dites ça en tant que manager, vous lui donnez la permission d'être tantôt battu par l'indice, tantôt battant l'indice. Oui, Ça, en termes de posture managériale, ça implique des permissions et des protections. c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai, quelquefois, il peut y avoir des malentendus. Aussi, au tout début de ma carrière, on a eu une année fantastique, c'était l'année des chocs pétroliers. Ouais, Catastrophe pour les marchés actions, mais fantastique pour le pétrole. On avait mis, nous à l'époque, aujourd'hui on n'avait pas le droit de faire ça, hein. On avait notre portefeuille était construit de valeurs pétrolières aurifères. ouais. On avait monté de 70% à un moment où les marchés faisaient zéro. Mhm. Et je me souviens, les commerciaux ont dit, ah ben non, non, ça va faire peur aux clients. C'est pas possible ça. Et je crois qu'ils avaient raison là par contre. C'était trop. Vous voyez, il faut quand même aussi. Ouais. Mais ça m'avait frappé. Il m'avait dit, vous vous rendez compte, ça va faire peur aux clients, ça. 70% alors que le marché fait zéro. Ils vont se dire comment il a fait. Ouais. En fait, c'est Et intéressant dans la posture managériale d'aller trouver cet écart entre euh, euh, quelles limites je pose entre les permissions et les protections que je donne de sortir du cadre au motif d'aller chercher de la performance pour le client et pour soi-même, hein, versus comment je prends aucun risque, je reste dans le cadre ceinture bretelle, oui, mais du coup, je prends pas le risque de performer. je serais battu. Oui. Et donc à ce moment-là, oui, tout est. Bah, une des possibilités de contrecarrer ça, c'est de connaître à fond je parle des actions là, hein, de connaître Ouais. à fond les sociétés dans lesquelles vous êtes. Ah, Et là, c'est quand même une corde de rappel importante. Ça va réagir vite quand vous sentez que ça va mal, ouais. mais vous ne pouvez pas vous permettre d'être superficiel. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter une valeur que vous ne connaissez pas bien. Si vous voulez peut-être ce genre de... Ça veut dire qu'il faut être aussi relativement concentré, Ouais. bouger peu, de façon à éviter les frais, sauf quand c'est vraiment indispensable. Oui, ça peut... C'est C'est le genre intéressant de... parce que Ouais, quand on parle de tout ça, on voit la passion du métier dont vous parliez, qui fait que même si le profil a changé, en fait, il y a cette espèce d'adrénaline d'aller jouer contre le marché ou avec le marché, bien sûr. qui fait que ça réunit tous les profils. Et c'est marrant parce que même quand je vous remets dans ces discussions-là, vous avez une tendance à replonger dans la matière qui est le truc qui vous passionne, quoi. Exactement. De toute façon, j'ai passé cette gérer, je continue à gérer pour un titre personnel, mais je ne m'arrêterai jamais. Ouais, je comprends. Dans votre carrière, vous avez eu des différentes fonctions de management. Je m'explique, vous aviez des fonctions plutôt, on va dire, opérationnelles au sens manager d'une équipe. Voilà. Ensuite, vous avez été patron finalement de plusieurs équipes, hein, donc manager de manager. Et puis même, dans certains cas, vous êtes au conseil d'administration. C'est quoi la différence que vous voyez entre ces trois stades dans la responsabilité du leader? C'est-à-dire, en fait, quelle est la posture sur chacun de ces trois étages, à votre avis? Quelle est la bonne posture à avoir et quels sont les points d'attention que vous avez eus sur ces trois étages-là? D'abord, quand vous êtes au conseil d'administration d'une société, c'est pas vous qui est l'opérateur, c'est pas vous Ouais. le responsable. Donc, vous êtes là pour jauger, écouter ce que vous propose le dirigeant en termes de stratégie, par exemple. Ouais. Il ne faut pas vouloir entrer dans la gestion courante, c'est un défaut. Ouais. Par contre, il faut connaître à fond, il faut travailler à fond les conseils d'administration, connaître bien les dossiers qu'on représente pour pouvoir challenger éventuellement le dirigeant et voir ce qui vous semble correct ou ce qui vous semble incorrect. Je pense que c'est plus dans une position je dirais de conseiller, mais également aussi de challenger quand les choses ne vont pas ou quand vous voyez des dérapages, le dire. Mhm. Il faut avoir le courage aussi il faut être relativement indépendant Ouais. et avoir le courage de dire quand vous n'êtes pas d'accord, vous pensez qu'il y a des choses à modifier. Alors, cela dit, une expérience que j'ai vécue, c'est que les indépendants ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Moi, j'ai vu des boards où il y avait des gens qui avaient été des anciens de l'entreprise, qui Ouais. avaient vraiment l'amour de leur entreprise, et quand ils voyaient quelque chose qui ne leur plaisait pas, ils le disaient. Ils Mhm. le disaient en toute indépendance. Oui, il faut faire attention aussi dans le... Ok. Alors, pour Donc le ça, c'est la management, partie conseil d'administration. Et oui. après, du coup, si on descend la pyramide, Dans une société de gestion, vous avez en gros trois grandes branches, hein. Vous avez la gestion, vous avez le commercial et vous avez les fonctions support. Elles sont toutes importantes. Alors effectivement, alors c'est peut-être un de mes défauts. Moi, j'étais très gérant, donc il fallait que je fasse attention aussi à suivre et à stimuler ce que. Alors ceux qui sont peut-être les plus proches, c'est quand même encore les commerciaux, parce qu'eux, ils ok. ont aussi cette Oui, les oui, il y a quand même l'aspect challenge. gagné. Mais les fonctions support, c'est peut-être plus un grand, mais elles sont Ouais. fondamentales. Parce que si vous Bien n'êtes sûr. pas support, si vous n'êtes pas capable de produire
un état de portefeuille valable devant votre client, vous n'avez aucune chance. Vous voyez, la qualité du service, la qualité de la gestion aussi. Il faut avoir aussi vos positions. Donc, il faut avoir une informatique, par exemple, très bonne. Alors là, c'était compliqué pour moi parce que je n'étais pas du tout informaticien. Ça, c'était peut-être le plus compliqué, mais c'est fondamental. Si vous voulez. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est que quand vous êtes en responsabilité en haut, c'est hyper important d'être sûr qu'on n'oublie pas une partie de l'écosystème. Voilà. C'est ça, hein, d'avoir surtout si surtout si vous venez d'une surtout si vous vous passionne. Oui. Donc, il faut faire attention de ne pas le laisser. Alors, cela dit, vous pouvez déléguer aussi. Hein. Vous devez déléguer. C'est pas vous. Comment vous avez organisé ça? Tiens, c'est marrant, quand vous étiez à un niveau de responsabilité où vous ne pouviez pas tout savoir, finalement, puisque il y avait trop de choses, qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, dans votre gestion quotidienne pour que l'information dont vous avez besoin vous remonte? Enfin, comment vous vous êtes organisé avec des gens auxquels vous avez délégué les choses pour que tout ça marche? Je les rencontrais régulièrement, hein, je les voyais, j'allais chez eux, je ne restais pas toujours être dans son bureau tout le temps, il faut bouger. Il faut aller chez eux, au milieu des équipes, et voir comment elles fonctionnent, parler. À un moment donné, j'ai eu la responsabilité de la table de marché. Ouais. C'est quand même un endroit très stratégique, hein, parce que c'est là où il peut y avoir de sacrés... Mais j'avais établi une relation de confiance avec quelqu'un que je connaissais depuis très longtemps, donc on se voyait régulièrement. Et c'est une forme d'équipe aussi, hein. Bon, c'est une équipe de foot, mais c'est ça aussi. Hein. Vous êtes un peu un coach, il faut aller voir les uns les autres, mais il faut forcément aussi une confiance. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Alors, il faut regarder certains... Il y a des tableaux de bord qu'on vous donne régulièrement, hein, donc il faut les regarder. Il faut aussi regarder l'équipe risque, savoir ce qu'elle vous dit, les choses qui... Il faut s'informer, il faut m'ouvrir. Il ne faut pas rester enfermé dans son bureau. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de rester dans son bureau... parce que vous perdez le contact. Ouais. Là, on parle d'une position où vous ne saviez pas faire le métier de tout le monde, évidemment, parce que vous étiez à une position trop élevée. Ensuite, si on descend d'un cran au niveau managérial, c'est-à-dire management de proximité, est-ce que vous pensez ou est-ce que ça vous est déjà arrivé de reprendre une équipe dont vous ne connaissiez pas le métier? C'est-à-dire, en fait, d'être manager d'équipe, finalement, dont on ne faisait pas le métier avant. Ou est-ce que au contraire, vous pensez que c'est important que le manager il sache faire le métier des personnes qu'il a à gérer directement? C'est quoi votre vision là-dessus? Alors, c'est plutôt dans l'informatique, effectivement. C'est un métier où vraiment j'étais complètement... je n'avais pas la compétence pour. Bon, là, il faut faire... Alors, c'est vrai qu'AXA avait aussi établi parce qu'on était SICAV, on était une filiale, pardon, on était une filiale AXA Investment Managers. AXA suivait ses filiales. Et donc, il y avait des gens qui étaient en charge de suivre le business. Donc, eux aussi pouvaient faire remonter de l'information. Et c'était un peu une forme de, une voie de sécurité, quoi, pour être sûr. Non, après, c'est écouter, c'est de comprendre, c'est de comprendre aussi, d'abord faire les budgets, s'ils sont respectés. Ça, c'est dans l'informatique, une chose que j'ai vue, c'est que c'est rarissime de voir un budget respecté. Oui, je pense que c'est partout ça. Livré en temps en heure. Ça, c'est... alors, ce qui est une des difficultés aussi, et c'est là, malgré tout, vous pouvez être utile, c'est que on ne parle pas le même langage. Donc, quand on vous demandait à l'informaticien de faire quelque chose pour la gestion, pour le commercial, il fallait vraiment être un traducteur. Et donc ça, je pouvais le jouer, ce rôle, expliquer un peu ce que je voulais. Oui, donc je pense que tout est basé quand même sur le dialogue, hein, sur l'échange. Et voilà, après, il faut voir si les gens... C'est encore une fois, le recrutement est important. Le recrutement, vous pouvez le déléguer aussi. Je sais que j'avais un DRH à l'époque, chez AXA Investment Managers, qui était bien meilleur que moi dans le recrutement. Qu'est-ce que, tiens, si on fait un focus là-dessus, qu'est-ce qui est important pour vous? Enfin, à quoi il faut être super attentif sur le recrutement? Comment vous faisiez ça? C'est quoi vos clés là-dessus? Ma clé, c'était... je m'appuyais beaucoup sur les DRH que je connaissais, qui quelquefois avaient fait d'autres fonctions avant, hein, qui avaient été gérants et qui avaient envie de pas forcément des bons gérants, mais connaissaient le métier et avaient envie de faire autre chose, des commerciaux. Il faut faire rencontrer plusieurs personnes. Tout dépend du niveau aussi, bien sûr, mais dès qu'il s'agit de responsabilité, il faut être très, très précautionneux. Et donc, il faut pouvoir faire tout seul.
Il faut qu'il rencontre plusieurs personnes, il faut qu'il rencontre les personnes avec qui il va travailler, être sûr que ça sera un peu, qu'il y aura une bonne symbiose. Quel était le paramètre qui vous faisait dire oui tout de suite ou non tout de suite? Est-ce qu'il y en avait? Est-ce qu'il y avait des trucs auxquels vous étiez hyper attentif en disant ça, pour moi, c'est un no-go? Ça n'avance C'est pas. la capacité de communiquer, d'informer, d'écouter les gens, la capacité d'écoute aussi. Quelqu'un qui n'écoutait pas. Qui n'écoutait pas. Et Ah puis, il fallait aussi sentir de la passion. Parce que quelquefois, vous avez La des passion. gens qui sont attirés parce que les rémunérations sont intéressantes, mais vous sentez que derrière, bon, c'est pas vraiment son truc. Donc, c'est tout. Ok. Faut pas insister, quoi. Donc le check, faut des c'était passionnés. écoute et Oui. passion. Oui. Il faut des monomaniaques, un peu, dans le secteur. Des gens qui sont passionnés, qui, même en vacances, regardent leur marché, vous voyez. Enfin, ça, je parle des gérants, mais c'est vrai aussi pour tout le monde. C'est vrai pour... Ouais. Aujourd'hui, vous avez un peu de recul sur tous ces métiers. Si vous n'aviez pas eu la possibilité ou l'occasion d'aller dans la gestion, finalement, qu'est-ce que vous auriez fait? Parce que, en fait, je vous sens super attaché à ce secteur qui vous a passionné, tout ça. Et, finalement, ça aurait pu être quoi? Une autre carrière qui aurait pu vous intéresser ou des questions que vous vous êtes posées ou... Oui, c'est je dirais les métiers liés à l'art, vous savez, les marchands de tableaux et tout ça. Ça m'intéresse. Bon, cela dit, on reste dans quelque chose qui Ouais, est du ce que marché, j'allais hein. dire. On reste sur un marché. Oui, c'était Mais- pas l'art pour la peinture, c'était l'art plutôt pour la peinture. Mais j'aime la peinture, justement. Bien C'est sûr. ça et donc, ça me passionne d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui m'aurait intéressé, effectivement. Peut-être Et pour puis, une quand autre- j'étais plus jeune, je suis toujours passionné par l'histoire. Ouais. Mais là aussi, je pense que si vous voulez bien comprendre les pays, leur marché, leur économie, il n'y a pas que les mathématiques. Enfin, il faut bien connaître le passé de ces pays, leur histoire. Et on voit bien que les comportements, malgré tout, restent relativement les mêmes, hein. Si vous voulez comprendre ce qui se passe, je sais pas, même aux États-Unis, il faut aller à la racine, hein. Mais partout, c'est pas partout, hein, que sur l'Allemagne, n'importe quel pays. Et donc, quand vous regardez un marché, quand vous regardez une entreprise, comment elle fonctionne, c'est important de quand même connaître les traumatismes de ces pays, parce que tout pays a eu dans son histoire des traumatismes. Ça influence la vie économique et ça influence la vie des entreprises. Ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai aussi dans les entreprises. Parfois, on a des gens qui arrivent dans des entreprises à des positions de leadership et qui n'ont pas fait ce travail d'histoire et de traumatisme, enfin de revue des traumatismes possibles, hein. Il n'y en a pas dans toutes les entreprises, heureusement, mais parfois. Et donc, c'est vrai que même en termes de leadership, c'est aussi une façon d'aborder les choses par le passé, par l'histoire, par ce qui s'y est passé, qui est vraiment importante. Super. C'est fondamental. Ouais. Vous avez contribué à écrire une page incroyable finalement de l'histoire de AXA Investment Manager. Pour conclure, peut-être, s'il y avait un truc rétrospectivement que vous vous dites par rapport à ce que enfin, voilà, en quelques phrases, qu'est-ce que vous avez bien réussi et sur quoi vous auriez peut-être voulu faire différemment ou autre chose? Qu'est-ce que vous vous dites a posteriori finalement? Bah, ce que j'ai réussi, c'est d'avoir une carrière relativement variée, hein, dans un métier qui me passionne, et avec un certain nombre de succès, d'avoir vécu et de contribuer effectivement au développement de cette création d'entreprise qui était absolument super fascinant. Ce que je me reproche toujours, c'est les baisses de marché que j'ai ratées. J'ai pas été bon en 2000, je me le reproche toujours, oui. Je m'en suis pas remis. Jusqu'à la fin, on va retomber dans le marché. Oui. Ça marche. Ok, merci beaucoup. Je pense que c'était intéressant de repasser là-dessus. Ce que je retiens effectivement, je pense que c'est la première fois que j'ai sur ce podcast une personne qui est autant passionnée par la matière qu'elle traite, en plus d'être passionnée par les gens. Et je trouve que c'est vraiment sympa à voir parce que du coup, ça montre bien qu'il y a des environnements dans lesquels la passion est un vrai levier. Sur lequel vous pouvez agir, y compris en termes de management. Et ça, je trouve ça vachement intéressant de regarder comment on peut avancer là-dessus. Moi, ça me fait déjà un peu réfléchir. Est-ce que, Jean-Pierre, vous avez une personne en tête, une autre personne qui pourrait venir sur ce podcast francophone, qui pourrait nous parler de leadership avec la même passion, ou qui aurait des trucs intéressants à nous raconter? Est-ce que je ne savais pas préparer la question, donc du coup, je ne sais pas si vous avez quelqu'un en tête. J'ai proposé deux personnes. Non, je fais comme geste, justement, parce que c'est une histoire intéressante d'une entreprise qui a démarré de zéro, hein, entrepreneuriale. Ok. Parmi les fondateurs, il y a Vincent Strauss. Ok. Et puis également Jean-François Conton. Ils sont des personnalités différentes, mais je pense que là, vous avez peut-être aussi des gens passionnés et qui ont démarré de zéro, enfin, qui ont fait
Le courage que moi j'ai pas eu parce que j'ai pas fondé mon entreprise. Eux ont fondé leur entreprise, ils ont développé, ont fait quelque chose quand même d'assez relativement important dans le secteur. Super. Ouais. Ça pourrait être le premier épisode que je fais avec 2 participants. Si c'est OK pour vous, on essaye de faire un épisode avec eux. Oui, volontiers. Bah, s'ils sont d'accord, hein, mais bien sûr, bien sûr. Bon, bah écoutez, super. Alors, messieurs, l'invitation est lancée. Donc là, merci beaucoup on a passé 30-40 minutes ensemble. Merci beaucoup pour ce temps passé ensemble. Merci. J'ai trouvé Merci ça sympa. vraiment. Alors, les auditeurs ont manqué un truc, mais que moi, je vais partager, c'est que quand vous avez parlé de tout ça, vous avez les yeux qui brillent très fort. Alors, on voit la passion de toutes ces années de ce que vous avez fait. Honnêtement, c'était un super moment pour moi de partager ça avec vous. Donc, merci beaucoup. Mais c'était pareil. Merci beaucoup. Et à Et puis, bientôt. merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter le podcast que nous à le tourner. Et puis maintenant, à vous de jouer, partager tout ça. Merci à tous. Bye bye.